Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Hier soir, Pourquoi vous nous regardez avec un air... Non mais attendez, on s'arrête tout de suite là. Vous avez eu un air méchant. Mais pas du tout. Vous avez eu un air entre deux airs. Je suis désolé de vous le dire. Non, dans cette émission, on ronronne beaucoup trop. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ça Philippe va David. mieux qu'entre deux autres. Non, Philippe David a un air entre deux airs. C'est pas mon genre. C'est votre genre. Je vous ai vu comme ça avec un air méchant là. Pas du tout. Mais si, bien sûr, mais ça va pas se passer comme ça. La fille qui dit Jean, tu sais, le premier jour de la rentrée. C'est le premier pétage de câble de la saison dans les vraies voix. Il est signé Françoise Degois. Je blague, bien sûr. Le président de la République s'exprimait hier soir sur TF1 pour parler de l'Afghanistan. On l'écoute. Aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc, de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire. La deuxième chose, c'est qu'ils soient très clairs à l'égard de tous les mouvements terroristes. S'ils pactisent avec les mouvements terroristes présents dans la région, évidemment, ce sera inacceptable pour nous tous. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, des valeurs qui sont les nôtres, en particulier du respect de la dignité des femmes afghanes. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Razavi, fondateur de Field Media, qui a été correspondant de guerre en Afghanistan, qui a été interviewé les talibans sur place et qui était au Qatar pour les négociations avec les talibans. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour Philippe. Suite à l'arrivée au pouvoir des talibans, on a entendu des choses assez surréalistes, notamment le département d'État américain ou encore Jean-Yves Le Drian qui parlait de talibans inclusifs. Là maintenant, Emmanuel Macron du parle des droits des femmes. Vous imaginez, vous, des talibans féministes et gay-friendly ? Écoutez, comme vous l'avez rappelé, j'ai eu l'occasion à 3 reprises de séjourner en fait avec les talibans, avec des chefs talibans notamment. Et ce que j'ai pu moi en voir sur le terrain, c'est que ce sont des gens extrêmement durs. Par contre, ce sont des gens qui aiment dire aux journalistes, aux médias, qui ont compris qu'il fallait leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et avec les années, il faut leur reconnaître qu'ils ont acquis une certaine maîtrise en fait de la communication. Et lorsqu'ils utilisent des mots clés comme inclusif, évidemment, ils savent à qui ils parlent. Ils utilisent des mots tout simplement qui sont très à la mode. Donc non, bien évidemment, je ne crois pas du tout en fait dans un gouvernement inclusif des talibans. Peut-être vont-ils jouer un peu le jeu ou faire semblant de jouer le jeu pendant quelque temps. De ce que l'on voit, parce que nous avions des correspondants qui étaient à Kaboul pendant les événements, ce que l'on voit, c'est que il y avait le discours des talibans qui se voulait rassurant, et puis sur le terrain, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'ils ont commis des exactions, c'est une réalité, y compris d'ailleurs à Kaboul, c'était déjà le cas depuis plusieurs mois, je dirais même depuis plusieurs années, dans les zones rurales de l'Afghanistan, dans le sud notamment, mais à Kaboul, écoutez, ils ont arrêté, ils ont battu des gens. On sait qu'ils ont aussi, aux environs de Kaboul, tué des gens. Donc il y a une parfaite dichotomie, si vous voulez, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce sont des gens qu'on ne peut pas croire, tout simplement. Françoise Degois. Je ne sais pas, Emmanuel, si vous avez regardé cette extraordinaire reportage en 7 à 8 sur TF1 hier, où justement il tombe le masque. Je ne sais pas si vous avez vu, cette séquence est dingue, c'est-à-dire qu'il marche dans la rue avec le reporter de TF1 et donc il donne le sentiment qu'ils sont ces fameux talibans 2.0 et à un moment donné ils aperçoivent 2 femmes dans le bazar qui, à un moment donné, ne sont pas voilées à leur convenance. Et le chef des talibans dit, regardez ces diablesses, elles sont insupportables, tous ces femmes makers, c'est hallucinant, d'un seul coup, le masque tombe. Donc je pense que personne ne peut croire aux talibans 2.0, pas plus qu'aux talibans modérés. C'est Hervé Morin qui avait été l'auteur de cette crétinerie d'expression, les talibans modérés. Oui, comme des nazis modérés, voilà, pendant qu'on y est, pourquoi pas. Exactement, les nazis mélomanes, etc. Donc en vérité, ça c'est un truc. Après, sur Emmanuel Macron, je ne veux pas tout de suite lui sauter sur le paletot. Il est le premier d'ailleurs à avoir allumé l'incendie sur les flux migratoires. Et hier, il nous a fait le numéro de « Oh là là, il ne faut pas affoler les gens avec des flux migratoires ». Mais je voudrais quand même dire qu'il faut être concret. C'est vrai que techniquement, il a raison dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, les talibans tiennent Kaboul. Il faut trouver un moyen de discuter avec eux pour sortir le maximum de gens. Sur ce point-là, oui. Sur la suite, il est évident que, de mon point de vue, on ne peut pas discuter avec cet État. Emmanuel Razavi, pourtant, vous allez nous le dire, on discute pendant
depuis près de 15 ans, avec les talibans, même plus de 15 ans. Oh bah, déjà les Américains. Alors oui, déjà, je voulais rebondir sur ce que disait en fait Françoise. Je trouve qu'elle a un propos très juste. Je pense qu'il y a un temps en fait pour la diplomatie. Et je crois que c'est ce que fait Emmanuel Macron. Ce sont les nouveaux maîtres de Kaboul, ce sont les nouveaux seigneurs de l'Afghanistan. Et donc il faut maintenir en fait une ligne avec eux. Et je crois tout simplement que c'est ce que fait le président de la République, parce qu'il faut sauver des vies. Donc je crois que là-dessus il est assez pragmatique. Oui. Et je pense qu'il est trop tôt, effectivement, pour lui sauter dessus. Et franchement, la diplomatie française en Afghanistan n'a pas démérité. Nous, d'après toutes les informations que l'on a, on a eu un ambassadeur qui a plutôt été même excellent, qui avait anticipé. David Martinon. Il a été très bon. Voilà, Martinon. Pas toujours, mais là, il a été bon. Non, mais là, il a été très bon, et surtout, il faut lui rendre hommage parce que dès le mois d'avril-mai, en fait, il avait déjà esquissé le scénario de ce qui allait se passer, et apparemment, il n'a pas été très écouté par ses homologues. Donc, pour le moment, je trouve que c'est important de le rappeler, la France ne démérite pas et est plutôt pas mal dans ses actions. Juste un mot, Emmanuel, pour dire que, ok, la France ne démérite pas, mais nous accueillons en règle générale 9000 Afghans à peu près par an en moyenne. Là, nous en sommes à 3000. Je ne voudrais pas encore la ramener. Je vous rappelle simplement que le champion d'Europe d'évacuation de civils afghans, c'est l'Italie, avec 5000 civils évacués, avec aussi un personnel d'ambassade exceptionnel. Je le dis parce que ça serait bien qu'on ne croit pas que c'est toujours la France. Vous êtes de retour, François. Je suis de retour, mais c'est la vérité. Les chiffres ne mentent pas. Emmanuel, c'est vrai ou c'est faux, Emmanuel? Philippe Bilger. C'est très Emmanuel, juste, dit Françoise, en fait, aussi, je partage ça. En revanche, il faut savoir que la France avait commencé de toute façon à faire venir des Afghans depuis longtemps. Nous, on va consacrer, on est en train de préparer d'ailleurs une enquête qu'on publiera dans quelques jours sur les chiffres exacts des rapatriements. Donc globalement, ce que vous dites est très juste, Françoise, mais sincèrement, on n'a pas démérité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 16 ans qu'on discute avec les talibans. En 2005, moi, je couvrais les élections législatives en Afghanistan. Il n'y avait pas assez de candidats pour ces élections législatives. Qu'a fait la coalition? Elle a proposé aux talibans, que l'on appelait les talibans modérés à l'époque, que moi je suis allé rencontrer, qui avaient du sang sur les mains. C'était les anciens compagnons de route de Mollah Omar. Il y avait parmi eux le Mollah Raqsar, qui a été tué depuis, qui avait présidé à des exécutions dans le stade de Kaboul. Vous vous souvenez de ces images-là? Et des gens comme ça, on les a amnistiés et ils sont venus en fait au pouvoir. Ils sont venus à l'Assemblée en fait parlementaire afghane. Et moi, je me souviens avoir interviewé l'un d'entre eux qui s'appelait le Mollah Abdel Salam, surnommé Rockety parce que c'était un as en fait du missile Stinger. Oui. Me dire la démocratie, ça nous parle pas. Pour nous, c'est un outil européen. Mais une fois qu'on sera amnistié et ensuite qu'on pourra se présenter, qu'on sera élu, on fera venir nos amis au pouvoir. Et les amis, c'était qui? C'était les talibans. Et c'était 2005. La communauté internationale discutait avec eux. Philippe Emmanuel, bien sûr qu'il faut parler avec les talibans. Et d'ailleurs, je ne vois pas quelle autre politique que celle que propose Emmanuel Macron pourrait être mise en œuvre. On est obligé de parler. Mais est-ce être naïf? Est-ce qu'au fond, lorsque vous dites que tout ce qui arrive de leur part est pure simulation, est-ce que ça veut dire que l'échec politique grave qu'ils ont connu il y a quand ils sont revenus au pouvoir n'a absolument aucune incidence sur leur intégrité, leur intégrisme? Est-ce qu'au fond ils sont incapables de changer en se disant on a connu un échec politique, on ne peut pas avoir le même? Non, en fait, si vous voulez, quand on rencontre ou quand on a rencontré les talibans à plusieurs reprises, comme je le disais tout à l'heure là, avec mes camarades, mes confrères, une chose était certaine, c'est qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de changer. En fait, il faut comprendre que l'islam que pratiquent les talibans, c'est un islam déobandi, c'est un islam sunnite ultra rigoriste, mais qui est un mélange à la fois de religion, de ce que j'ai pu en voir, et de coutumes tribales, si vous voulez. Et ils sont dans un autre logiciel que le nôtre, ils ne sont pas du tout sur la même planète. C'est pas parce qu'ils manipulent aujourd'hui des éléments de langage, si vous voulez, rassurants, qu'ils vont changer ce logiciel-là, parce que c'est un logiciel avec lequel ils vivent depuis toujours. Et même si vous enlevez l'aspect, je dirais, purement religieux, il y a cet aspect coutume, us, tribaux, qui fait qu'ils ne veulent pas changer. Donc ce serait de la pure naïveté aujourd'hui de les croire. D'accord. Simplement, je crois qu'il y a une faillite totale. Il y a eu une faillite de la diplomatie américaine depuis 20 ans, de toute façon, que ce soit en Irak comme en Afghanistan. On a perdu le terrain parce qu'on a laissé la diplomatie, si vous voulez, être dépassée par le tout militaire. Moi, c'est l'analyse que j'en fais. Je pense que l'hyper-militarisation en fait, de ce conflit a été une erreur. On a laissé les soldats agir, ou le renseignement agir à la place des diplomates, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a pas de choix, et je crois que c'est ce qu'a compris le président de la République. Il faut sauver simplement des vies. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, il faut négocier avec les talibans, oui ou non? Alors, moi, je dis oui, mais il ne faut pas oublier avec qui on parle, en fait. Parce qu'en fait, taliban, j'ai fait des recherches, taliban, l'étymologie du mot, c'est-à-dire l'origine du mot, c'est étudiants, chercheurs. En fait, ce sont des fondamentalistes religieux, qui sont des cherchants de l'application des règles de l'islam, de manière, comme nous a dit notre ami, très très extrémistes, et qui n'ont pas d'objectif de rendre leur population heureuse, de réfléchir à la politique dans un sens de gestion du pays, de progrès des gens, du respect de la tolérance des hommes, des femmes, des LGBT, peu importe, toutes les différences, ils ne sont pas le même logiciel que nous. Et il ne faut pas oublier aussi que taliban signifie ça, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement des personnes archaïques, tout simplement, qui vivent dans un monde qui est un monde égoïste, un monde de machisme, de destruction, de non-tolérance. Il faut se le rappeler. Donc, si on parle avec les talibans, oui, pour nos intérêts, mais il ne faut pas oublier à qui on parle, et ne jamais oublier ça, parce qu'on l'a souvent oublié en France. Kadhafi est venu à l'Élysée. Oui. On parle avec la Chine. Je suis Charlie, on n'a pas été capable de protéger nos caricaturistes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et Al-Qaïda, c'est aussi les talibans, il faut se le dire. Alors, merci beaucoup, Nicolas. On va faire réagir Emmanuel Razavi avant de donner la parole à Jean Dorido. Ce que dit Nicolas, c'est vrai sur l'étymologie, vous allez nous le confirmer, Emmanuel Razavi, les talebs, les étudiants. Mais ce qu'il dit, est-ce que finalement, le message de Nicolas, c'est pas la bonne vieille réelle politique? La Chine, c'est une dictature qui se comporte très mal, par exemple, avec les Ouïghours, et on négocie avec elle. On fait des centaines de milliards d'euros de commerce avec elle chaque année. Non, mais écoutez, je crois que c'est très différent parce que la Chine, d'abord, c'est un État souverain. Les talibans, en fait, pour le moment, ils sont pas du tout reconnus en tant qu'État. Pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, tout à fait. Donc ça, c'est, je pense, c'est la première quand même des choses à prendre en compte. Ensuite, si vous voulez, sur ce que dit votre auditeur, bien sûr, ils sont ultra archaïques, ils sont dangereux. Et oui, c'est vrai, ils ont des liens avec Al-Qaïda. Alors, tous les talibans ne sont pas Al-Qaïda. Il y a deux tendances principales chez les talibans. Vous avez une mouvance, en fait, qui est plutôt partisane, en fait, du djihad en Afghanistan, qui est très, moi je les appelle, je dis toujours que c'est un djihad un peu islamo-territorialiste. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, c'est territorialisé. C'est circonscrit à l'Afghanistan. Et vous avez une deuxième tendance qui est très proche des services secrets pakistanais, donc l'ISI, qui là sont en lien direct, et qui ont toujours été en lien direct d'ailleurs, depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, avec Al-Qaïda. D'ailleurs, il y a eu parfois des mariages entre des membres d'Al-Qaïda et des membres de la mouvance talibane. Donc la réalité, c'est que de toute façon, l'Afghanistan reste un sanctuaire du terrorisme. Ça, il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus. Al-Qaïda est toujours présent, de toute façon, après 20 ans. En Afghanistan. Moi, j'entendais Joe Biden dire l'autre jour que les Américains ou la coalition avaient remporté une victoire contre Al-Qaïda. J'aimerais bien savoir laquelle. Ils sont peut-être moins puissants, mais ils sont toujours présents, les combattants d'Al-Qaïda, les terroristes d'Al-Qaïda. Et en plus, vous avez Daesh. Donc, je vous explique même pas le chaos dans lequel se retrouve ce pays. Si on analyse de façon objective la situation aujourd'hui, elle est probablement pire qu'il y a 20 ans. Effectivement, Jean Dorido. Oui, non, alors écoutez, tout ce que j'entends, bon, c'est très très intéressant. Manifestement, l'Occident, si j'ose dire, si on parle d'Europe et d'Amérique du Nord, est vraiment indécrottable. C'est-à-dire que l'Occident reste vraiment impérialiste et colonialiste. Parce que j'entends parler de gouvernement, qu'il n'y a pas de gouvernement en Afghanistan. Ça a été très bien rappelé par Emmanuel Razavi. Les Afghans, c'est un peuple qui existe et ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils fonctionnent de façon tribale, ce sont des clans. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est nécessaire d'accepter quand même la différence de l'autre. On parle suffisamment d'altérité quand même dans ce pays pour accepter qu'il y a des personnes qui ne vivent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Donc au bout d'un moment, soit on réussit, quand je dis on, c'est collectivement les quasiment 8 milliards d'êtres humains sur Terre ont réussi à mettre en place des vraies instances supranationales qui ont les moyens de faire respecter un certain nombre de valeurs sur lesquelles il faudra encore réussir à se mettre d'accord. Ça, d'accord, c'est une option qui est tout à fait envisageable, louable, peut-être souhaitable, c'est une question de choix. Soit on ne réussit pas, et à ce moment-là, il est nécessaire d'accepter qu'il y a des personnes qui ne vivent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, et ça, vous l'avez dit, Philippe David, c'est la réelle politique, on est obligé de discuter avec tout le monde. Et justement, Emmanuel Razavi, je vais rebondir sur ce que disait Jean Dorido. Est-ce que ça prouve pas les limites de ce qu'on appelait la diplomatie de la canonnière contre la Chine au 19e siècle? Maintenant, c'est la diplomatie du B-52, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, la démocratie, c'est pas des avions, c'est pas des voitures, c'est pas des boîtes de haricots verts, ça ne s'exporte pas.
Non, mais écoutez, dans ce que dit Monsieur Dorido, il y a beaucoup de choses très justes. Hein. Je partage en partie en fait son analyse. Le problème, c'est que derrière tout ça, nous avons des gens avec lesquels nous allons discuter sans pouvoir leur faire confiance sur rien. C'est-à-dire que nous, évidemment, on a une approche en fait des droits de l'homme, des libertés, des droits humains, comme on le dit, qui devraient imposer qu'ils changent leur logiciel, au moins à minima, sur le statut des femmes. Or, ils le feront pas. Ils considèrent qu'une femme, c'est moins qu'un animal, elle a aucun droit. C'est quasiment un être impur. Donc ça, vous les ferez pas changer là-dessus. Et donc ça va être très difficile de vouloir leur imposer, y compris par la diplomatie, ça n'a pas marché militairement, on l'a vu, par la diplomatie, de leur imposer en fait nos logiciels. Maintenant, là où je vous rejoins Philippe, c'est que on est allé dans ces pays-là en disant qu'on voulait construire des nations démocratiques. Le fait est que les talibans, la démocratie, ça leur parle pas, ils en veulent pas. Mais je pense que d'ailleurs, c'est pas que les talibans. Je pense qu'une partie de l'Afghanistan aujourd'hui n'est pas particulièrement sensible à ce qu'est la démocratie. Déjà, pour être sensible, il faudrait qu'on leur explique précisément ce que c'est. Et au vu de parfois ce dont ils ont été témoins sur le terrain, mais je l'ai raconté. Excusez-moi, le bourrage dur lors des élections pour mettre Karzai au pouvoir, si ça c'est un modèle démocratique, désolé. Et la corruption. Oui, il y a ça. Et puis, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je l'ai racontée il y a quelques jours d'ailleurs sur votre antenne, mais moi, en 2004, je crois, je couvrais les combats dans le sud de l'Afghanistan avec la 101e Airborne. Et c'est une des deux principales divisions d'élite américaines pour les auditeurs. Voilà, c'est les deux premières qui ont sauté sur la Normandie, c'est la 82e et la 101e. Yes. Et on avait passé une nuit à être bombardé. Le calme est revenu au petit matin et j'ai interviewé le commandant en fait en second de la base. Et pendant qu'on était en train d'interviewer avec mon collègue Éric de la Varenne qui tournait les images, un enfant passait en vélo, c'est un enfant pachtoun qui passait en vélo aux abords du camp, donc fait de tentes, de sacs de sable, et les Américains lui ont tiré dessus. Le gamin s'est retrouvé avec un trou dans le ventre, ils ont tiré dessus au mortier. J'ai quelques heures plus tard rencontré son père, avec qui j'ai parlé, le père de ce petit gamin, et qui m'a dit « Comment pouvez-vous, les Occidentaux, venir ici, nous parler de démocratie, de liberté, et en même temps tirer sur nos enfants ?» Il faut comprendre que ça a changé complètement l'image de la coalition qui avait été accueillie en libératrice lors de l'intervention de 2001. Parce qu'il y a eu des actes comme ça qui ont été parfois commis sur le terrain. Alors je dis pas que c'était systématique parce que c'est pareil, les Américains n'ont pas démérité, ils ont fait des choses bien aussi, voilà. Mais la réalité c'est qu'il y a eu ça. Et quelques incidents comme ça ont contribué complètement à changer, si vous voulez, le jugement des Afghans sur ce que nous incarnions nous occidentaux, puis à se dire si c'est ça la démocratie, en fait finalement ils valent pas mieux que nous quoi. Enfin, c'est ça, François se voit très rapidement et Emmanuel Razavi très rapidement. Oui, le cimetière des empires, c'est l'Afghanistan pour des raisons de géopolitique, géographique même. Depuis Alexandre le Grand. L'État central ne peut pas exister. De toute façon, l'État central, les Anglais avant, l'État central ne peut pas exister, étant donné la géographie. Je lisais un papier passionnant, là, le Guardian, qui disait imaginez que toutes les villes principales de France ou d'Angleterre ne soient reliées que par des routes de montagne. C'est ça l'Afghanistan. C'est-à-dire que déjà, reconstruire la route principale, c'était ça. Juste un mot pour dire que, bien sûr, mais Daesh et les talibans, c'est deux sunnismes radicaux qui sont enragés. Et Daesh est encore plus enragé que les talibans. Daesh considère que les talibans sont des apostats. Il faut quand même bien comprendre. Ils font la guerre. Et bien comprendre la haine entre les deux. Après, la question, c'est quel est notre but maintenant? À part sauver le maximum de population civile, qu'avons-nous à faire en Afghanistan? La réponse d'Emmanuel Razavi en 30 secondes. Non, écoutez-moi, en 30 secondes, c'est effectivement ce que vient de dire Françoise. Il faut sauver des vies. Il y a aujourd'hui des juges, il y a des magistrats, il y a des intellectuels, des artistes, des journalistes dont il faut sauver les vies. Et puis des gens ordinaires aussi, quand même. On n'est pas obligé d'être forcément un intellectuel pour avoir la vie sauve, quand même. Bien sûr, mais je partage ça, mais je le dis a fortiori parce qu'on donne une image de l'Afghanistan qui n'est que la préhistoire. Alors, c'est peut-être vrai pour une partie de l'Afghanistan, c'est pas vrai pour tout l'Afghanistan. Mais... Il y a des gens aujourd'hui, à commencer par des femmes engagées, qui risquent leur vie, qui seront tuées de toute façon par les talibans. Il faut les sauver. L'urgence, elle est à sauver des vies. Merci Emmanuel Razavi. Vous sortez un livre dans quelques jours dont on reparlera sur Sud Radio. Vous pouvez nous le citer ? Écoutez, oui, c'est Grand Reporter, Confession au cœur des conflits, où je parle d'ailleurs de l'Afghanistan. J'ai interviewé plusieurs de mes confrères d'ailleurs. C'est un bonheur de vous écouter. Eh bien, vous reviendrez dans Les Vraies Voix. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancien grand reporter et patron de Fil Média. Verdict sur Twitter. Faut-il discuter avec les talibans? Vous êtes 80,9% à dire non. Et ça vous dirait de parler de présidentielle, les amis? Oui. Eh bien, on va en parler avec Philippe Rossi dans quelques instants. Restez bien avec Les Vraies Voix sur Sud Radio.